traditionnelle vidéo que je vous sors chaque début d'année. Il s'agit de ma pile à lire obligatoire de l'année en cours, donc cette fois-ci 2020. C'est une vidéo que je respecte pas toujours très bien, hein, puisque si on regarde ma pile à lire obligatoire de 2019, je crois que j'ai dû lire 2 livres dessus. Donc bon, c'est pas toujours très fiable, mais en tout cas c'est des livres que j'ai vraiment très envie de découvrir chaque année, souvent parce qu'ils traînent dans ma pile à lire, que j'y pense pas, et que je me donne l'objectif de les lire pour qu'ils n'y traînent plus et ne prennent plus la poussière. La spécificité de la pile à lire de cette année, c'est que quand je l'ai constituée, j'ai commencé à piocher des livres qui me faisaient vraiment envie, et je me suis rendu compte qu'ils avaient tous un point commun, c'est-à-dire qu'ils ont tous été écrits par des femmes, et qu'ils portent tous quand même des valeurs assez féministes. Bon, vous me reconnaissez bien là parce que vous avez l'habitude de trouver ça sur la chaîne, et donc cette pile à lire obligatoire de 2020 sera forcément féminine et féministe, et si ça peut vous inspirer à faire la même chose et lire plus d'autrices, puisque je me rends compte que dans mes précédentes piles à lire obligatoires il y avait quand même beaucoup d'hommes et peu de femmes, et bah c'est tant mieux. Du coup c'est parti, on commence avec la pile à lire obligatoire féminine et féministe de 2020. Et le premier livre, vous l'avez vu passer plus d'une fois sur la chaîne dans des piles à lire ou dans des il faut absolument que je lise parce que j'en ai entendu que du bien et je veux le lire. Il s'agit d'Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Vous la connaissez probablement pour son essai qui s'appelle We Should All Be Feminist, en français Nous sommes tous des féministes. Et il y en a un autre et je sais plus exactement, mais c'est une lettre qu'elle écrit. Ah ouais, je veux participer à une future maman pour sa fille, l'éducation de sa fille, et je me souviens plus du tout du titre, mais j'essaierai d'insérer la petite image par là. Cette fois-ci on n'est absolument pas dans un essai mais dans de la fiction pure, puisqu'on suit l'histoire d'une Nigériane qui va partir du Nigeria, arriver aux États-Unis et être confrontée à une culture qui est totalement différente de la sienne, et notamment j'imagine au racisme. Je pense aussi qu'il y a toute une question d'afroféminisme aussi, puisque malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas assez présenté je pense dans des livres qui abordent le féminisme, même que ce soit sous le prisme de la fiction ou de l'essai. À ce sujet moi je recommande très fort de lire Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks, qui traite de l'afroféminisme, surtout au niveau des États-Unis, puisque ça prend ses origines au niveau de l'esclavagisme américain en fait, et puis de tout ce que ça a découlé jusqu'à maintenant. Bref, je pense qu'ici il sera aussi question d'afroféminisme, de racisme et de plein de trucs très très chouettes, puisque de toute façon Chimamanda Ngozi Adichie est hyper intéressante et engagée, et donc je pense qu'on retrouvera de tout ça dans ce livre et j'ai très hâte de le lire, vous le savez déjà, et j'en ai entendu que du bien. Comme toujours, Hawaii s'est dit que c'était le bon moment de faire du bruit, hein, puisque à chaque fois que je tourne, il fait son petit narcissique. Il y a baston entre lui et Loka, voilà. Autre livre sur ma liste, il s'agit de Fleur de neige de Lisa Si, que j'avais très envie de lire depuis des années, j'en avais entendu énormément de bien. Je l'ai acheté je crois l'année dernière ou celle d'avant, d'occasion comme vous pouvez le voir parce que je n'ai toujours pas retiré l'étiquette. Et j'avais très hâte de le lire, et comme d'habitude j'avais très hâte mais je ne l'ai pas sorti de ma pile à lire, vous me connaissez, vous avez l'habitude. Il s'agit d'un roman de fiction, là aussi une fiction historique. Ça se situe en Chine dans le 19e siècle. Et je vous avoue que j'avais un petit peu peur en lisant le nom de l'autrice parce que j'ai été faire mes petites recherches, elle est américaine, et donc je me suis dit mince, c'est encore une femme blanche qui écrit l'histoire de femmes chinoises. Alors son arrière-grand-père était chinois, il a quitté la Chine et a émigré aux États-Unis, donc je pense que du coup il y a une forme de légitimité. Voilà, je vous le note au cas où, hein, parce que moi je me méfie un petit peu de ça, et c'est vrai que cette année j'ai quand même fait pas mal de petites lectures qui étaient sur des cultures qui sont étrangères à des auteurs blancs et donc peu concernées, et c'est vrai que des fois c'est pas hyper légitime d'écrire sur une culture qui n'est pas la sienne, et surtout de vouloir dénoncer des choses qu'en fait on ne connaît pas et qu'on n'a pas vécu. Voilà pour la petite parenthèse, la petite digression qui était peut-être pas utile, j'en sais rien. Mais bref, on repart sur Fleur de neige de Lisa Si. Elle nous raconte l'histoire de deux jeunes femmes, donc dans la Chine du 19e siècle. Elles appartiennent toutes les deux à des classes sociales totalement différentes, puisqu'il y en a une qui appartient à une forme d'aristocratie, si j'ai bien compris, l'autre qui est fille de paysans, donc bon, forcément elles vivent pas au même niveau, mais elles sont nées le même jour, et apparemment dans la culture chinoise, ça veut dire qu'elles sont des sortes d'âmes sœurs. Elles nouent donc une amitié qui apparemment est assez forte, je sais pas s'il n'y a pas plus qu'une amitié, je ne sais pas du tout, mais elles vont être très liées, et on va suivre leurs histoires sur, j'imagine, une période de temps assez longue, puisqu'on va nous dire que l'une va faire un mariage infamant, et l'autre va trouver la prospérité. Je suis donc curieuse de voir ce dont on va nous parler, si on va dénoncer certaines choses, je pense, hein, vu la condition des femmes quand même en Chine au 19e, c'était pas non plus la joie, ça a pas non plus été la joie au 20e, hein, d'ailleurs, parce que je m'intéresse quand même pas mal à l'histoire de la Chine, et
La place des femmes était pas ouf, à ce sujet je vous recommande très fort Chinoise de Xin Ran qui est topissime. Bref, j'ai hâte de découvrir Fleur de neige de Lisa Si. Autre livre qui me tenait à cœur de lire, je l'ai acheté il y a plusieurs années maintenant et je n'ai toujours pas mis le nez dedans. Il s'agit de La cause des femmes de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, c'est une femme tunisienne, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je dis pas de bêtises. Qui est une avocate qui a travaillé en France. Alors je sais pas si elle est franco-tunisienne ou si elle a eu ensuite la nationalité française. Je me suis pas bien renseignée, donc au pire j'essaierai de me corriger par ici. C'est donc une avocate qui est extrêmement engagée, qui est féministe, hein, c'est pas un secret du tout. Et en fait ce livre traite, donc c'est un essai, et je pense que ça relate aussi cette période. Ça va parler du procès de Bobigny qui a eu lieu dans les années 70, en 1972 exactement, où en fait Gisèle Halimi a défendu une femme qui avait avorté après en fait être tombée enceinte en fait après un viol. Forcément c'est totalement légitime de pas vouloir garder l'enfant issu d'un viol, et même si ce n'est pas le cas, c'est totalement légitime de vouloir avorter, seulement dans les années 70, l'IVG n'était absolument pas autorisé, c'était totalement interdit, que ce soit légalement et même dans la morale c'était très mal vu, même encore maintenant des fois, souvent il y a des critiques sur les femmes avortent. Donc ce que relate ce livre, c'est vraiment le procès de Bobigny où Gisèle Halimi va défendre cette femme qui a souhaité avorter et qui a avorté tout court d'ailleurs, et elle va aussi défendre les amis qui ont été entre guillemets complices de cet avortement, qui ont aidé cette jeune femme à avorter, à ne pas garder cet enfant dont elle ne voulait pas, et puisqu'elle était totalement légitime de disposer de son propre corps. Donc je pense que c'est très intéressant puisque ça va être à une période charnière où justement quelques années après il y a eu justement, je crois que c'est en 74, l'IVG qui a été autorisé pour les femmes, qui a enfin été légalisé surtout. Donc je pense que c'est très intéressant de se plonger dans une période historique et en même temps extrêmement importante pour les femmes, l'avancée de leurs droits et j'allais dire la libération de leur corps, au moins le droit à disposer de leur corps et ce droit fondamental vraiment à disposer de son corps. Autre livre que j'ai vraiment hâte de lire, il s'agit de Beauté fatale de Mona Chollet. C'est donc un essai et pas du tout un récit de fiction. Mona Chollet, vous en avez probablement entendu parler plus d'une fois sur plein de chaînes ou plein d'endroits, peu importe. Si vous êtes un petit peu intéressé par le féminisme, je pense que c'est à peu près évident que vous connaissez son nom. Elle a écrit plusieurs essais, dont Sorcière, qui a d'ailleurs pas mal circulé. Beauté fatale, c'est tout simplement un essai qui va vous parler de toute cette pression sociale instaurée par le patriarcat, notre cher ami, qui pousse les femmes à justement être belles, à correspondre à des normes de beauté que le patriarcat a définies pour elles. Et pourquoi ces normes de beauté existent, depuis combien de temps, puisqu'on sait très bien que pendant des siècles, les femmes n'avaient pas de droit et techniquement pas de possibilité de se débrouiller en société seules, puisqu'elles dépendaient des hommes pour un logement, pour un salaire, pour tout ce que vous voulez. Et donc forcément les femmes étaient en compétition entre elles, puisque plus on était belle, plus on avait de chances d'attirer le meilleur mari ou le meilleur mâle. Et donc forcément c'était une rivalité de beauté qui existait. Et c'est quelque chose qui a malheureusement perduré avec le temps, puisque beaucoup de femmes souhaitent être belles pour les autres plutôt que pour elles, puisque la beauté c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Sauf que voilà, le patriarcat ne rend absolument pas la beauté subjective, mais totalement objective. Et je pense que Beauté fatale traite de tout ça, voire même de bien d'autres sujets, mais voilà, je sais que ça a lien avec toute cette beauté qui est obligatoire pour les femmes, d'être épilées, maquillées. Bon, je vous dis ça, moi j'adore me maquiller, donc je le suis, mais je ressens pas de pression. Je pourrais vous faire une vidéo non maquillée si j'avais envie. Il faut aussi être mince, ou alors il faut être mince à la taille, mais avec un gros cul, vous savez, des gros seins, enfin le truc est globalement assez compliqué en fait à avoir naturellement. Voilà, c'est toute cette pression sociale qui d'ailleurs selon les siècles a changé, puisqu'à une période il fallait être mince comme pas possible, à d'autres il fallait être tout en rondeur. Ça n'a fait que changer et ça a toujours été imposé aux femmes et pas aux hommes. Bref, je blablate et je digresse, mais c'est toute l'histoire, enfin tout l'intérêt de l'essai de Mona Chollet dans Beauté fatale. Le livre suivant, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps sur la chaîne puisqu'il s'agit de Les Testaments de Margaret Atwood. Il s'agit d'un récit de fiction cette fois-ci puisque c'est la suite de La Servante écarlate, toujours de Margaret Atwood. Ça se passe 15 ou 20 ans, je sais plus, après l'histoire de La Servante écarlate. C'est un récit de science-fiction, une dystopie plus précisément, où globalement les femmes du 21e siècle ont perdu tous leurs droits. D'ailleurs je crois que l'histoire normalement se situe plutôt au 20e siècle, dans le livre d'origine parce qu'elle a écrit dans les années 80 si je dis pas de bêtises. Enfin bref, cette fois-ci c'est 15 ans plus tard.
les femmes ont perdu tous leurs droits. C'est une société ultra religieuse qui est mise en place, une version totalement extrême de la religion chrétienne d'ailleurs. Les femmes n'ont qu'un seul rôle, c'est d'être mariées et d'enfanter, et si elles ne réussissent pas à enfanter, elles ont recours à des servantes écarlates qui sont là pour porter leurs enfants à leur place, sachant que elles n'ont pas trop demandé à être là, les servantes écarlates. C'est des femmes qui souvent ont été enlevées, séquestrées et qui vont donc être violées pour concevoir des héritiers qu'elles n'ont pas demandé. Voilà, donc une histoire tout à fait joyeuse. Ici c'est donc 15 ans plus tard, j'ai adoré le premier tome de La Servante écarlate qui a beaucoup circulé, il y a eu une très chouette série à ce sujet, j'ai hâte. Et enfin, dernier livre de cette sélection qui finalement cette fois-ci est un peu le moins féministe, ou en tout cas s'il y a du féminisme dedans, j'en ai strictement aucune idée et je ne sais pas à quel niveau, mais il s'agit de The Bone Season de Samantha Shannon, qui est d'ailleurs l'autrice, je crois, du Prieuré de l'Oranger qui a fait énormément de bruit, que je n'ai pas acheté puisque j'attendrai dans très longtemps pour le lire, j'ai trop de livres dans ma pilette. Bref, encore une nouvelle digression. Cette fois-ci, on est dans un livre de science-fiction, je crois que c'est plutôt adressé à un public adulte. Et si je dis pas de conneries, il y a au moins 1 ou 2 tomes après celui-ci. C'est encore très flou comme indication, mais bon, c'est pas un tome unique en tout cas. On suit dans cette histoire une jeune femme, donc c'est une héroïne, qui est dotée d'un don de clairvoyance, de ce que j'ai cru comprendre. Elle va être un jour kidnappée, voilà, hein, elle va être enlevée par quelqu'un qui veut se servir de son pouvoir à des fins, j'imagine, pas toujours très saines. Je sais que c'est une histoire qui apparemment est assez complexe, qui peut être assez lente, mais écoutez, moi je m'en fous, ça m'intrigue grave. Je l'avais acheté à New York l'année dernière et en plus je l'avais payé vraiment pas cher pour un hardback puisque je l'avais payé 7 $, ce qui n'était rien comparé aux 24 $ d'origine. Voilà, ce n'est pas du tout utile dans cette vidéo, mais sachez-le quand même. Et surtout, du coup ça fait un peu plus d'1 an qu'il traîne dans ma file à lire, et vraiment j'ai très envie de le lire, mais je l'oublie à chaque fois puisqu'il est planqué là-haut dans ma bibliothèque et je ne le vois pas, je n'y pense pas, donc il faut le lire. Et ce sera tout pour cette pile à lire féministe et féminine avec que des autrices et beaucoup d'idées féministes dedans. J'espère qu'elle vous aura intéressé, plu. Si jamais vous avez lu certains de ces livres et que vous les avez aimés ou pas, n'hésitez pas à m'en parler. Moi j'ai très hâte de tous les lire, espérons que je les lirai bien en 2020. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!